Voilà, donc bonjour à tous, merci de participer à ce 5e webinaire, je crois, de mémoire. Voilà, je vais vous partager mon écran. Hop là, on va être en mode... Voilà. Alors, normalement, vous devez tous voir mon écran. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui tous réunis pour ce 5e webinaire organisé à l'initiative de la CAIH, la centrale d'achat de l'informatique hospitalière, sur le thème des violations de données de santé, process et étapes clés pour une gestion de crise réussie et éviter les contrôles de la CNIL. Donc, nous allons passer 1 heure ensemble sur ce thème. L'idée toujours qui prédomine dans nos webinaires, c'est que ça soit un échange d'experts, que ça soit dynamique, que nous interagissions déjà Arnaud et moi sur cette thématique pour vous apporter notre expertise et notre éclairage, mais également que vous puissiez donc tout au long déjà de la première demi-heure où nous allons échanger avec Arnaud, posez vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Et la deuxième demi-heure, nous ouvrons les micros pour pouvoir faire de l'interaction et questions-réponses. Et répondre surtout à toutes les questions que vous aurez pu nous poser dans le chat ou que vous avez ensuite à nous poser en live. Il n'y a pas de problème pour ça, il faut que ça reste très dynamique. Alors, pour rappel, donc, la CAIH a lancé donc en août 2020 un marché qui est, voilà, si vous voyez bien mon slide, donc le marché, donc il y a pour objectif qui comprenait 2 lots, un lot sécurité et un lot RGPD. Et My Data Solutions s'est positionné sur le lot RGPD puisque nous sommes, My Data Solutions, des experts sur l'accompagnement et la mise en conformité de cette réglementation au sein de structures privées et publiques et notamment auprès des acteurs de santé. Donc, nous avons candidaté sur ce marché et nous avons été un des 3 prestataires à être sélectionnés et nous sommes quand même assez fiers d'être arrivés premiers sur les 3 en note technique et en note tarifaire. Donc, nous avons le plaisir à l'heure actuelle de collaborer avec la centrale d'achat de l'informatique hospitalière, notamment dans le cadre de l'animation du réseau et de ces webinaires, mais également d'accompagner sur le terrain concrètement des acteurs de santé. Et donc, dans le cadre de ce marché, ce qui est important à noter, je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoignent et qui auraient éventuellement des besoins dans cette thématique, c'est que d'adhérer, enfin en tout cas d'être adhérent CAIH et de pouvoir bénéficier de ce lot et de cette prestation avec notre accompagnement vous permet d'actionner nos experts par bon de commande et devis sans avoir à passer par le process de l'appel d'offres, quelle que soit sa forme. Donc, du coup, c'est un formalisme beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et vous avez donc à disposition notre expertise, nos ressources, nos outils à des tarifs négociés avec le CAIH sur lequel, effectivement, les prix ont été arrêtés avec la centrale pour ses adhérents. Donc, ça vous permet d'avoir un ensemble d'experts sur différentes possibilités qui vont jusqu'à l'accompagnement du délégué à la protection des données, le DPO, si vous en avez un en interne. Nous pouvons devenir votre DPO externalisé si vous souhaitez externaliser cette mission. Nous faisons aussi donc des diagnostics, des audits de conformité RGPD. Et bien sûr, nous pouvons être amenés à faire des audits sur tout ce qui a déjà pu être mené avant le RGPD ou que vous êtes en train de mettre en place. Nous faisons également de l'accompagnement en formation, sensibilisation, et nous avons développé une suite logicielle RGPD qui peut aller de la réalisation du registre des traitements jusqu'à des fonctionnalités de recueil de consentement, donc qui peut effectivement venir compléter dans vos systèmes d'information et outiller, si vous avez un DPO en interne, lui apporter en fait à la fois de l'expertise complémentaire, mais également des outils métiers, puisque être DPO dans un établissement de santé, on en a débattu lors du dernier webinaire, c'est un vrai métier et ça peut être très prenant.
Alors aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir avec nous Arnaud Cassagne, qui est donc un des associés d'Acknowledge, que je vais lui passer la parole et voilà, je reviendrai sur la présentation de MDS avant de rentrer dans le thème du sujet. Arnaud, je te souhaite la bienvenue. Je te laisse te présenter auprès de nos participants. Ouais, merci Elodie pour l'invitation et bonjour à tous. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors de façon virtuelle, on aurait préféré se voir en présentiel, mais on va devoir patienter encore un petit moment. Je suis Arnaud Cassagne, je suis le fondateur d'Acknowledge. Et pour faire simple, j'accompagne des entreprises sur leurs projets de sécurisation depuis une petite vingtaine d'années. Et j'accompagne tout type d'entreprises, à la fois dans le secteur public, privé et des entreprises de taille raisonnable jusqu'à des très grands comptes, Donc voilà, approche très pragmatique, beaucoup de veille technologique pour apporter des solutions pertinentes et adaptées aux enjeux du moment. Bah, super, donc nous sommes ravis d'accueillir Arnaud puisque sa structure, son expertise, on en parlera tout à l'heure, vient compléter la nôtre puisque nous sommes vraiment des acteurs complémentaires pour accompagner les établissements de santé dans leur démarche à la fois bien sûr de démarche de conformité RGPD, mais quand on parle de RGPD, il y a bien sûr tout un pan lié à la sécurité des données et donc nous faisons souvent appel à Arnaud et à ses équipes pour compléter nos prestations qui sont très focusées effectivement sous l'angle juridique et réglementaire et sur des aspects très techniques qui sortent de notre champ de compétences. Nous avons le plaisir de pouvoir collaborer avec Acknowledge. Merci, merci Arnaud de ta présentation. Et donc, pour compléter ta présentation, quelques mots de MDS. Donc, MDS, nous sommes un cabinet conseil, un groupe implanté sur différents territoires, chef de file du RGPD en Outre-mer, puisque l'aventure MDS a commencé au départ dans l'océan Indien sur l'île de la Réunion, où je suis actuellement et où je réside un mois sur deux maintenant depuis 2021 et j'y suis depuis 15 ans. Et nous accompagnons donc les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, des professionnels de santé libéraux, des startups en e-santé, aussi bien sur la France métropolitaine que sur les Outre-mer. Donc quand je dis Outre-mer, nous avons une filiale sur l'île de la Réunion, une filiale sur les Antilles pour Martinique, Guadeloupe et également la Guyane. Et nous avons également des collaborateurs sur la Nouvelle-Calédonie. Donc MDS, c'est un petit groupe d'une trentaine de personnes, mais en fort développement. Nous sommes follow the sun, donc nos implantations ne sont pas le fruit du hasard, puisque nos différentes implantations sur des fuseaux horaires différents nous permettent d'être 100% disponibles 24 heures sur 24, et ce n'est pas un mythe. Demain, vous avez une violation de données sur la métropole ou sur la France métropolitaine ou la Réunion en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi un vendredi, eh bien, nos équipes des Antilles démarrent leur journée et on peut les mobiliser. Donc, on joue vraiment l'effet groupe et couverture de territoire pour être très réactif, disponible et pouvoir gérer dans l'urgence, qui est le thème aujourd'hui de notre webinaire, les violations de données de nos clients. Alors, pour parler donc du thème qui est la violation de données dans les établissements de santé, voilà, les différents points sur lesquels nous allons échanger aujourd'hui sur cette thématique. Nous allons essayer de faire un petit focus sur le contexte et l'actualité liée à la sécurité des données de santé et aux violations de données, parce que si vous êtes tous là présents aujourd'hui, c'est que le thème vous intéresse. Vous pouvez être des DPO dans des établissements de santé, des DSI, des RSSI ou des intervenants acteurs de santé, et vous avez peut-être vécu ou malheureusement je ne vous souhaite pas vivre un incident de sécurité qui va avoir un impact sur les données de santé, donc les données patients. Et donc, on va passer en revue ce contexte et qu'est-ce qui se passe depuis justement, on va dire, 18 mois à peu près dans le secteur de la santé, avec une accélération des incidents de sécurité qui peuvent avoir un impact très, très important sur le fonctionnement d'un établissement de santé. Nous allons également passer en revue la question de la violation de données. De quoi parle-t-on quand on parle de violation de données? Pour être bien clair sur quelles sont les données de santé dont on parle, quels sont les incidents qui peuvent effectivement
entraîner ensuite, quand on ajoute ces deux éléments, données de santé et incidents de sécurité, qui peuvent déboucher sur une violation de données au sens du RGPD. Et bien sûr, si nous sommes en présence d'une violation de données, quelles sont les étapes et les actions incontournables pour gérer cette violation de données dans les 72 heures. Alors, pourquoi les 72 heures? On y reviendra, mais c'est un symbole fort du RGPD d'agir promptement et rapidement dans ce cas de figure pour bien sûr faire cesser le trouble, mais également pour analyser la situation, pour identifier l'ampleur de la violation de données, puisque vous devez le savoir si vous êtes acteur de santé et que vous travaillez ou vous êtes en train de travailler à la conformité RGPD. Quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut pouvoir agir et signaler la violation de données à la CNIL en moins de 72 heures. Donc 72 heures, c'est très très court pour agir, n'est-ce pas Arnaud? Je pense que tu peux me le confirmer. Oui, je confirme. Voilà, donc c'est très très court et on va passer en revue justement les bons réflexes, les étapes et les actions clés à mettre en œuvre pour ne pas passer à côté de cette situation et pouvoir la gérer le plus rapidement possible et la plus efficacement possible. Donc, on a 11 invités à l'heure actuelle présents. Donc, bonjour à tous, Peggy, Régis, Thomas, Manon, Lydie, Laurence, j'ai Cagé, je ne sais pas trop, Didier, David, Chloé, Céline, voilà. On a coupé volontairement les micros, mais bien sûr, on vous laissera la parole. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas, je vous le rappelle. Posez vos questions dans le chat et on va y répondre soit au fur et à mesure, soit à l'issue de notre interaction avec David et avec Arnaud pardon, et les autres participants. Alors, premier thème, du coup, premier point à aborder sur ce webinaire, la sécurité des données de santé, contexte et actualité. De quoi parle-t-on en ce moment? Eh bien, effectivement, je pense que si vous êtes un petit peu quand même au courant de l'actualité et que vous êtes un acteur de santé et que vous avez pu lire la presse, malheureusement comme nous tous, ou avoir suivi effectivement les informations spécifiques des médias santé, depuis, on va dire, le 1er novembre 2020, enfin bon, en tout cas, fin d'année 2020 ou au milieu d'année 2020, on voit une vague en Europe, hein, puisque la France n'est pas épargnée, hein, Allemagne, Espagne, France, une vague importante d'attaques informatiques contre les établissements de santé, les hôpitaux principalement, avec une augmentation, hein, si on en croit un peu les différentes sources de sondage. Je vais peut-être me mettre en mode diaporama, on verrait peut-être un petit peu mieux. Hop là, voilà. Si on en croit les différentes sources, donc à peu près de 45%, alors que d'autres domaines autres que la santé connaissent des attaques aussi, du fait effectivement aussi de la vitesse à laquelle la transition numérique des structures est en train de se mettre en place en ce moment. Mais les autres secteurs sont beaucoup moins attaqués que le secteur de la santé en ce moment. Bien évidemment, la situation Covid y est pour quelque chose. Vous êtes tous mobilisés très fortement. Donc, il y a effectivement un afflux important de patients en ce moment dans vos structures hospitalières. Des équipes et des agents en tension, puisque mobilisés énormément sur leur métier. Et donc, évidemment, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir dans l'urgence de l'inadvertance, de l'accès à des informations pas forcément de façon sécurisée, autorisée. Et puis, ce qu'on constate aussi beaucoup, mais on va y revenir sur les méthodes de hacking et de phishing ou de ransoning. On voit aussi l'envoi évidemment de messages pirates qui attaquent les logiciels métiers ou les messageries. Et par inadvertance, par fatigue ou par manque de temps, on clique, on pense être effectivement sur une bonne information et au contraire, c'est la porte d'entrée de pirates. Alors, il y a un paradoxe sur lequel on pourra échanger, c'est que je viens d'annoncer une augmentation quand même très significative des attaques à destination des hôpitaux, sauf que quand on regarde les budgets en moyenne alloués à la cybersécurité dans les établissements de santé, et puis peut-être Arnaud, tu vas pouvoir me faire un petit feedback là-dessus, mais moi, dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'effectivement, en moyenne, on est sur un budget total des hôpitaux qui ne représente que 1 à 2% pour la sécurité et la cybersécurité,
ce qui paraît très très faible au regard de l'explosion actuelle des attaques à destination des établissements de santé. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour, Arnaud, à ce sujet? Est-ce que toi, tu poses ce constat-là parmi tes clients ou dans ce que tu peux rencontrer, toi, dans ton quotidien professionnel? Ouais, malheureusement pour les établissements de santé, alors nous, on intervient, quasi exclusivement sur la métropole. On fait quelques projets à l'international, mais pilotés par des entités qui sont en métropole. On a très envie de s'étendre, et d'aller adresser des nouveaux terrains de jeu dans des lieux sympathiques, mais c'est pas pour tout de suite. Sur les budgets aujourd'hui, pour les établissements de santé, malheureusement, les budgets IT, et je ne parle même pas de cybersécurité, hein, je parle d'informatique de manière générale, on est dans certains cas sur des budgets qui sont au ras des pâquerettes, et ça fait vraiment mal au cœur parce que on se rend compte que les établissements, pour une bonne partie, sont vraiment démunis quant à l'outil informatique. Donc quand on leur parle de cybersécurité, ils comprennent très bien ce que ça peut leur apporter, mais ils ont du mal à aller chercher de l'argent en plus. Alors, le gouvernement a œuvré pour apporter un peu plus d'argent aux établissements, ce qui est une très belle démarche, mais 150 on est encore millions, non, c'est ça, de mémoire, je ne sais plus, c'était oui, ça? C'est annoncé oui, le qui a 10. été rajouté. Ouais, Mm. c'est 150 millions qui a été ajouté à un premier rapport qui avait été fait de 300 millions, si je dis pas de bêtises, mais quand on regarde le nombre d'établissements, de professionnels de santé, c'est pas des budgets qui sont non plus extraordinaires. Le périmètre informatique d'un hôpital est extrêmement riche et complexe. On va retrouver tout un tas d'objets connectés, on va retrouver des applications plus ou moins récentes, des terminaux plus ou moins récentes. Et aujourd'hui, les pirates, là où ils vont œuvrer, alors je vais faire une analyse que je vais séparer en deux grandes familles. Pour les entreprises hors hôpitaux, on va dire, donc ça peut inclure des laboratoires de recherche, ça peut inclure certains petits centres médicaux. On va jouer sur un flou et sur le côté travail à distance. Les gens vont être très fortement en mobilité, donc on va jouer sur ce côté, les collaborateurs sont loin de la base, ils vont pas forcément échanger à la machine à café et donc on va en profiter pour leur voler de l'information et pour aller éventuellement installer un logiciel malveillant sur leur ordinateur, un malware, un ransomware et j'en passe, mais on y reviendra juste après. Plus vulnérables en télétravail et puis plus Oui, isolés les autres et ne pouvant pas du coup confronter peut-être les informations en cas de doute. c'est exactement ça, parce que la sacro-sainte échange d'informations à la machine à café, elle est hyper efficace. Un programme de sensibilisation, si vous mettez les gens devant leur écran pour aller suivre pendant une demi-heure ou une heure du e-learning, ils vont retenir qu'une petite partie. Si en revanche, à la machine à café, ils ont un de leurs collègues qui leur dit bah, il m'arrive un truc pas drôle hier, j'ai reçu un email, je pensais que c'était un de mes fournisseurs, finalement, c'était pas le cas. Et en gros, bah, ma machine là, elle marche plus, ça va parler aux autres. Ils vont se dire, il faut que je fasse attention quand je reçois un email. Est-ce que je suis sûr de l'identité de l'émetteur? Est-ce que je suis sûr de la pièce jointe? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je demande au service informatique d'aller l'analyser en amont? Donc, toutes ces choses-là, dans un fonctionnement normal, aujourd'hui, c'est traité en partie par ces échanges informels. À Ouais. distance, c'est beaucoup plus compliqué. Les hôpitaux, aujourd'hui, ce qu'ils vivent, c'est des collaborateurs un peu nouveaux qui viennent travailler en renfort des équipes, parce que les équipes sont en tension incroyable depuis un peu plus d'un an, malheureusement. Et aujourd'hui, vous avez tout un tas d'infirmiers, de médecins qui viennent faire alors je ne connais pas le terme, je suis désolé, je ne veux offenser personne, mais des piges, des vacations, je ne sais pas quel est le terme approprié, mais en gros, des gens qui viennent en renfort En et qui ne connaissent pas remplacement. forcément, en, Mm. ouais, c'est ça, qui viennent renforcer les équipes, mais qui connaissent pas forcément les outils de l'hôpital, qui connaissent pas forcément les us et coutumes, qui peuvent venir avec leur ordinateur personnel ou leur tablette personnelle. Et tout ça peut présenter un risque pour le système d'information de l'établissement de santé. Donc aujourd'hui, les pirates jouent là-dessus. Les équipes sont euh, euh, complètement, on va dire, disloqués. Dans les hôpitaux, les services ont dû se réorganiser à la vitesse de l'éclair. Il y a des services entiers qui ont été délaissés. Il n'y a quasiment plus personne pour les faire tourner. Et de l'autre côté, on a monté des services Covid avec énormément de travail. J'allais dire énormément de personnel, mais ce n'est même pas le cas. Malheureusement, les hôpitaux ne sont pas assez nombreux pour faire face au flux de patients. J'ai pas mal de potes qui sont médecins urgentistes ou infirmiers, infirmières et qui sont en tension depuis un an. Donc, les sujets Ouais. cyber aujourd'hui, Mm, il y a mm. aussi peu de budget que sur le reste, malheureusement. Et les menaces ayant évolué, on a besoin de s'acheter des solutions un peu plus modernes. Je ne dis pas qu'il faut acheter le dernier produit à la mode ou très marketing. Néanmoins, il y a des outils qui aujourd'hui sont indispensables pour aller protéger le système d'information.
Ouais. Et du coup, là, si vous voyez tous mon slide, effectivement, donc il y a des informations, les informations en haut en quelques chiffres hein, sont les informations CNIL, une multiplication par 3 des violations liées à des attaques par CryptoLocker sur des établissements de santé. On a des exemples, hein, malheureusement, récemment, hein, donc avec l'hôpital nord-ouest de Villefranche-sur-Saône, le GHT de Dordogne. En 2019, il y a eu le CHU de Rouen. Bon, une augmentation énorme depuis la situation sanitaire actuelle, donc une accélération énorme sur 2000 et 2021. Et de sources gouvernementales, hein, qui a donc en février dernier déclenché peut-être des nouveaux budgets, et, enfin en tout cas une extension du budget de cybersécurité pour les hôpitaux. Il faut savoir qu'a priori, un établissement de santé est victime chaque semaine de cyberattaques. Donc c'est quand même énorme et important et suffisamment important pour que malheureusement, même si on est dans un contexte pas évident, on ne passe pas à côté d'un certain nombre d'actions ou de bons réflexes. Et puis si on ne peut pas être en prévention, on va le voir tout à l'heure, au moins de savoir réagir rapidement. Hein. Et Est-ce que dire un petit peu plus à Arnaud sur parce que justement il y a donc cette tendance donc alors un crypto locker, bon moi je suis pas forcément une spécialiste, mais on parle aussi beaucoup de rançongiciel, ce qui a l'air d'être les attaques les plus courantes qu'on voit à l'heure actuelle sur les hôpitaux rapidement sans forcément rentrer dans le détail, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ces rançongiciels? ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, sur les menaces qui vont être les plus visibles, c'est les rançongiciels. C'est des petits logiciels qui sont faits pour aller verrouiller votre machine. Vous ne pouvez plus accéder aux données ni aux applications, sauf si vous payez une rançon. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui vont mettre en place des outils extrêmement complexes qui vont chiffrer les postes, etc., dans des établissements de santé. Je trouve ça juste hallucinant parce que ce que je dis à chaque fois à mes collaborateurs, on ne sauve pas des vies, sauf quand on travaille avec des professionnels de la santé. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand on va travailler avec une entreprise du CAC 40 qui travaille dans le domaine des transports, du service et autres, on ne sauve pas des vies. On fait de la cybersécurité, c'est un métier sérieux. Néanmoins, il faut remettre les choses en perspective. On n'a pas sauvé grand monde grâce à ça. Par contre, quand on accompagne un laboratoire de recherche, un établissement de santé, une start-up spécialisée dans le domaine du médical, là, par contre, ça a un vrai impact. Et aujourd'hui, on voit malheureusement des gens stupides, parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour les caractériser, il y a d'autres mots plus forts, mais on ne va pas les utiliser, qui vont aller paralyser complètement des services, voire des hôpitaux entiers, en lançant un petit logiciel qu'on va envoyer par email à une personne. On va s'intéresser à Elodie, par exemple, et on va Ouais, lui c'est ça. envoyer un mail bien formé, à coups humains, pour faire en sorte que ça passe sous les radars. Et Oui, tout à fait. malheureusement, l'utilisateur va faire attention. Il va se dire, tiens, c'est le dernier rapport financier de ma société, je vais ouvrir le document. Et là, il ne se passe rien. Et on a Ouais, ouais. l'impression qu'il ne se passe rien. Et en coulisses, sur la machine va être complètement chiffrée. Il y a un moment, elle va redémarrer. Vous allez avoir une mire vous indiquant qu'il va falloir payer généralement en Bitcoin. Donc, on va vous donner la procédure à suivre pour que la machine soit déverrouillée. Et ce qui est vicieux, c'est que cette machine qui a été contaminée, elle va essayer de contaminer les autres machines qui sont sur le même réseau de l'entreprise. Donc, C'est un ça. collaborateur d'un établissement de santé qui a une machine vérolée va pouvoir impacter les autres machines malheureusement. Donc ça, c'est la partie la plus visible. Mais il y a une partie Mm. des attaques que l'on voit peu, ou en tout cas on en parle beaucoup moins, c'est les attaques qui visent à récupérer du contenu à Ouais. des fins malveillantes. Le, Ouais. le, le, le plus classique, le concurrent qui veut récupérer des données qui sont stratégiques pour lui. Alors, je ne sais pas si on a intérêt à voler des données médicales de patients. Peut-être, il y a peut-être des gens qui ont un business de ça, je ne sais pas, j'ai pas eu encore l'occasion de Alors, travailler là-dessus. je te confirme, sur le darknet, les données de santé s'échangent, ont énormément de valeur. Hein. Donc, effectivement, derrière, il y a un vrai intérêt, une vraie appétence derrière d'achat de données de santé, hein, malheureusement. Alors, moi, les sujets sur lesquels j'ai pu travailler, c'était de l'espionnage industriel. Par le passé, on allait voler des dossiers papier dans les entreprises, on faisait de l'espionnage, on allait suivre des gens, on essayait d'écouter leur conversation du plus proche qu'on pouvait. Il y a des entreprises qui ont été très fortes pour ça. Aujourd'hui, on va le faire par le biais d'outils informatiques, hein, parce qu'on a tous des capteurs à portée de main. Vous avez tous un smartphone à côté de vous, une agence bien équipée qui va corrompre ce smartphone. Elle a accès à tout. Elle sait où je suis, elle a mon micro, ma caméra, elle a accès à toutes mes données qui sont sur le téléphone, et elle a tout un tas de capteurs en plus. Et c'est la même chose avec un ordinateur. Donc,
Ces attaques ciblées qui vont viser à récupérer des données, alors soit des données de patients, soit des données de laboratoires qui vont mettre au point des brevets pour des vaccins et autres. Ces Comme le vaccin, données-là, hein. Mm, par mm, exemple, mm. ces données-là ont une valeur. Et aujourd'hui, ces attaques sont extrêmement discrètes. Le but pour les pirates, c'est d'aller récupérer l'information sans se faire détecter. Et c'est de rester présent Il sur reste la dans le machine, système. Oui, d'accord. c'est de rester présent de la façon la plus discrète possible, le plus longtemps possible. Et une fois qu'on a fait ça, soit on désinstalle tous les composants et c'est intraçable, soit on va mettre un ransomware sur la machine, un rançongiciel, pour récupérer en plus de l'argent derrière. Donc il y a le Mm. côté un peu écran de fumée dans certains cas aussi qui peut arriver. Alors on n'a pas parlé d'un autre type d'attaque qui concerne un petit peu moins les établissements de santé, c'est les attaques DDoS, c'est les dénis de service. Je vais viser une application bien visible, par exemple Doctolib, Amélie, etc. Et je vais faire en sorte que le service soit inopérant. Ces attaques-là vont aussi avoir un objectif qui est un objectif d'écran de fumée. Quand l'entreprise va subir ce type d'attaque, ou alors quand on subit un rançongiciel, on regarde moins les autres indicateurs. Ça veut dire qu'il y a une Mm. personne qui peut passer par derrière et aller chercher l'information qui va bien. Et ça, aujourd'hui, c'est des stratégies qu'on a vues dans énormément d'attaques. Ce côté attaque en deux bandes, d'abord l'écran de fumée et ensuite l'installation de logiciels malveillants. D'accord. Et, et aujourd'hui, sur la partie santé, le périmètre étant de plus en plus large dans les établissements de santé, on rajoute tout un tas de machines qui sont connectées. Ça fait autant de points de faiblesse, malheureusement, dans le réseau des établissements. Oui, surtout que bon, alors ce qu'il faut voir, c'est que le secteur de la santé est vraiment un secteur à risque par le contexte sanitaire, mais aussi parce que c'est un secteur qui bouge énormément au niveau du numérique avec des axes stratégiques à mettre en œuvre à l'horizon de 2022. Donc évidemment, la transformation numérique et de l'accompagnement du patient, le parcours patient, est de plus en plus numérisé. Bon, et même s'il y a des normes, des process à respecter, des standards et des référentiels, malgré tout, on voit bien que le numérique rentre vraiment dans le quotidien de l'accompagnement d'un patient et ça renforce effectivement le risque hein, pour les établissements de santé. Et tu l'as dit tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas oublier, là on est en train de parler de jargon technique entre nous, mais on est dans un secteur qui sauve des vies, qui soigne des gens. Et derrière, en fait, les conséquences de toutes ces violations de données, c'est la paralysie d'un service ou de tout un centre hospitalier, l'indisponibilité des postes informatiques, des postes de travail, de la téléphonie, enfin, voilà, de toutes les ressources qui permettent d'accompagner un patient avec, du coup, on l'a vu hein, sur les exemples récents, obligé de véhiculer, de faire déplacer des patients dans d'autres centres hospitaliers qui étaient eux capables de pouvoir répondre le temps que les hôpitaux attaqués remettent en place leur système d'information. Donc derrière, les conséquences peuvent être dramatiques et c'est bien pour ça que les hackers ont bien compris que derrière, ce sont des acteurs qui ont peut-être effectivement plus que d'autres la tentation de payer une rançon pour pouvoir continuer à fonctionner. La difficulté, c'est effectivement, on dit toujours, je crois, Arnaud, si je me trompe, mais qu'il ne faut jamais payer. Est-ce que si on paye, on De, récupère ces données on refonctionne, même quand on est à un hôpital? Pas forcément. C'est ça qui est malheureux, pas forcément. Nous, on a eu quelques accompagnements de clients où on s'en est pris aux pirates derrière, en leur demandant de déchiffrer nos données pour être sûr que, enfin, c'était pas les nôtres, c'était celles d'un de nos clients, mais on leur a demandé de déchiffrer les données pour être sûr qu'ils le feraient le jour J. Et en fait, on leur a envoyé à eux aussi un rançongiciel. Donc, on n'a pas paralysé les pirates. Par contre, on n'a pas D'accord. récupéré les données derrière. Mais c'est À bon des. entendeur, hein. Pour les Ouais, gens qui et participent, voilà. Ils sont capables, acknowledge, de faire ça. Bon, c'est légal? là-dessus, non, très clairement, ça Ouais. ne l'est pas, mais face à ce genre de pirates, on sait qu'on sera pas, enfin, ils vont pas s'en prendre à nous derrière, d'un point de vue légal en tout cas. Ils vont tenter tout Ouais. un tas d'autres choses, bien évidemment, mais bon, c'est un espèce de rapport de force un petit peu stérile. Par contre, ma recommandation sur ces choses-là, il faut pas attendre qu'il soit trop tard. Malheureusement, on a beaucoup de sociétés qui viennent nous voir en nous disant: «On aimerait faire de l'investigation, on nous a volé des données sur des postes de travail, aidez-nous». Si les logiciels nécessaires pour faire cette investigation ne sont pas installés en avance de phase, on perd énormément de temps et la plupart du temps, on n'arrive pas à tout récupérer. On va arriver à récupérer des informations, euh, mais si vous mettez en place les bons outils sur les postes en avance de phase, vous serez tranquille. D'une, les attaques auront beaucoup moins de chances de porter leurs fruits.
Je dis pas que le risque zéro est atteignable parce que c'est utopique. Même les plus grands acteurs peuvent se faire pirater aujourd'hui. La NSA aux États-Unis en a été victime. Des très grands de la cybersécurité peuvent aussi se faire pirater. On a des gens en face de nous qui sont extrêmement compétents, qui ont des moyens colossaux. Donc, on n'arrivera jamais à être ceinture bretelle. Néanmoins, on peut minimiser le risque au strict minimum et il y a quelques quick wins pour élever le niveau de sécurité. La protection du poste de travail, ça en est un. Aujourd'hui, les ordinateurs, alors beaucoup de portables, hein, les équipes sont en mobilité. Néanmoins, dans les établissements de santé, on a encore pas mal de fixes. Mais sur ces machines, il faut avoir des outils pour détecter les attaques, mais aussi pour garder des traces à des fins d'investigation. Ouais. Alors là, tu anticipes un peu, Arnaud, je te coupe, on va y revenir. Oui, Alors, oui, c'est vrai, c'est vrai. voilà, juste pour clôturer un petit peu sur le contexte et l'actualité, alors ne pas oublier qu'effectivement, donc le secteur de la santé est un des secteurs les plus sujets aux attaques informatiques en ce moment, et ça risque de perdurer malheureusement. Donc 49 attaques au rançon logiciel ont été déclarées à la cellule d'accompagnement cybersécurité des structures de santé de l'Agence numérique en santé, là, en 2020. La CNIL a quant à elle reçu donc 48 signalements de violation de données, donc 12 en 2019, 36 en 2020. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 49 attaques déclarées à l'ANS, on a peut-être qu'une partie, 36, qui ont fait l'objet d'une violation de données déclarée et signifiée à la CNIL. Donc, on va voir d'ailleurs quelle est la nuance. Quand est-ce qu'il faut déclarer, signaler à la CNIL ou pas et dans quelles conditions? Parce qu'un incident de sécurité ne veut pas automatiquement dire une violation de données à signaler à la CNIL. Ça, c'est très important et on va voir que dans les bons réflexes, c'est l'analyse préalable de la situation qui permet de le déterminer. Mais par contre, ce qui est très important pour clôturer sur ce contexte, c'est qu'il faut que vous tous, en tant que participants, mais je pense que vous le savez pour ceux qui sont acteurs de santé, sur 2021, le champ de contrôle de la CNIL va s'opérer sur 3 thématiques principales dans votre secteur d'activité, notamment les modalités d'accès aux dossiers patients informatisés au sein des établissements de santé. Alors, bien sûr, ce qui est regardé, c'est les conditions d'accès et donc, bien sûr, la sécurité et la confidentialité de ces dossiers. Donc ça, c'est très important d'être en veille sur et d'être en veille active et d'agir sur ce point-là. Les plateformes de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Tu citais Arnaud tout à l'heure Doctolib et autres, et certains effectivement ont fait déjà l'objet d'attaques. Donc bien sûr, tout ce qui est prise en ligne de rendez-vous à distance, et bien sûr, et c'est notre thème d'aujourd'hui, le thème central, la manière dont les établissements de soins gèrent les violations de données personnelles. Et donc là, on va en parler plus concrètement derrière. Comment gérer cette violation de données quand elle est avérée, puisque je vous le répète, elle n'est pas forcément toujours avérée, ou en tout cas en matière de signalement auprès de la CNIL. Alors, pour poursuivre donc sur ce thème justement, pour faire une transition, qu'est-ce qu'une violation de données? De quoi parle-t-on quand on parle de violation de données? Eh bien, c'est déjà de savoir quand est-ce que nous sommes en présence de données de santé. Alors, évidemment, dans un établissement centre hospitalier, centre médico-social ou autre, on a évidemment différentes catégories de données qu'on collecte sur les personnes physiques. Et donc, une donnée de santé, c'est une information personnelle qui peut être donc rattachable à une personne physique qui, en l'occurrence, est un patient. Donc, effectivement, ça peut être dans le dossier patient des éléments d'information sur ce patient, des éléments d'identité, le numéro de sécurité sociale également, mais ça peut être également tout ce qui concerne son parcours de soins, ses examens, ses résultats d'analyse, tout ce qui va être imagerie également, donc des scanners, des tests, etc. Donc toutes les analyses biologiques également, donc tous ces éléments qui concourent, qui font partie de son historique santé sont considérés effectivement comme étant des données de santé. Et puis également tout ce qui concerne les informations sur une maladie, un handicap, une maladie avérée, chronique ou des antécédents familiaux ou autres ou médicaux qui concourent effectivement à la compréhension de la prise en charge du patient. Donc tous ces niveaux, donc ces 3 niveaux, les informations relatives à la personne physique en elle-même,
ces tests, ces examens, tout ce qui la concerne et tout son antécédent ou son parcours font partie de cet historique et constituent la base des données de santé qui sont concernées effectivement par le cas de violation quand on va avoir d'autres éléments réunis. Donc évidemment, par exemple, ne rentre pas dans cette, si on veut prendre quelques exemples, ne rentre pas dans cette catégorie des informations qui ne peuvent pas être forcément rattachées à un patient ou être croisées avec des données qu'on va du coup assimiler à des données médicales. Donc, n'entre pas dans cette notion de données de santé, par exemple, celles qui n'ont aucune conséquence au regard de l'état de santé de la personne. Je prends l'application, par exemple, vous avez une application sur votre smartphone qui va compter le nombre de pas que vous faites au quotidien. Ben, ça, effectivement, évidemment, vous pouvez avoir téléchargé une application de bien-être, mais là-dessus, on n'est pas effectivement, quand on collecte ce genre d'informations, sur de la donnée de santé a priori, hein, bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier qu'au-delà des 3 éléments qu'on vient de citer là, il y a aussi une définition beaucoup plus large désormais de la notion de données de santé, et elle doit s'apprécier au cas par cas en tenant compte de la nature des données recueillies, puisque dans ces 3 catégories que je viens de vous citer là, sont élargies de d'autres catégories qui sont des données qui vont être du coup des données de croisement. Hein, donc, quand on va croiser des données entre elles et qui, au départ, prises isolément, ne sont pas forcément a priori des données de santé ou pas toutes des données de santé, mais en les croisant en elles pour permettre de tirer des conclusions sur l'état de santé d'une personne ou les risques pour la santé d'une personne, et bien là, les croisements, par exemple, d'une mesure de poids avec d'autres données sur justement les antécédents médicaux, l'apport calorique, des choses comme ça, la tension artérielle, etc. Eh bien, tous ces croisements de données font constituer au bout d'un moment une masse de données qui constituent les données de santé. Hein. Donc, retenez bien que la donnée de santé, elle a une notion très très large et il faut l'apprécier au cas par cas. Et c'est d'ailleurs la difficulté quand il y a un incident de sécurité, puisqu'il faudra, et on le verra, c'est un des éléments qu'il faudra auditer, analyser, c'est quelle typologie de données ont été attaquées. S'agit-il de données personnelles d'une part, et si ce sont des données personnelles, est-ce que ces données sont effectivement des données personnelles de santé? Et on verra qu'effectivement, en fonction d'un certain nombre de critères, plus on va répondre oui à ces questions, et plus on va se rapprocher vers un incident de sécurité qui va avoir un impact et qu'on va qualifier de violation et qu'il faudra déclarer à la CNIL. Alors, à ces données de santé, si on y ajoute un incident de sécurité, et là, on l'a vu tout à l'heure, Arnaud, mais on peut compléter. Donc, ça peut être. On a beaucoup parlé des attaques, des rançongiciels, des ransomware. Donc, la dernière catégorie sur ma diapo là, des intrusions ou des tentatives d'intrusion dans un fichier ou une application. Mais et tu vas compléter mes dires, je pense, Arnaud. On a également, ça peut être pas forcément malveillant, ça peut être aussi par inadvertance, par inattention, par non-respect de règles de sécurité ou classiquement par un vol ou une perte d'un équipement informatique. Oui, exactement. Il y a le socle, le premier point sur la diapo, c'est le socle, c'est la partie recommandation. C'est ce qui est indispensable, mais qui malheureusement n'est pas suffisant. On va devoir compléter ça avec tout un tas de scénarios qu'on va imaginer, que l'on va devoir anticiper et qu'on va devoir outiller. Donc le vol d'un équipement informatique, classiquement un laptop ou alors une tablette ou un smartphone, il faut pouvoir l'encadrer. C'est-à-dire qu'une personne qui a volé mon téléphone, il ne faut pas qu'elle puisse récupérer mes données et il faut qu'à distance, je puisse effacer tout le contenu du smartphone. Idem sur un ordinateur, idem sur une tablette. Pour tout ce qui est intrusion, il va falloir mettre en place tout un tas de mécanismes de sécurité. C'est à la fois des outils, mais c'est aussi des process pour aller identifier le fonctionnement normal d'une application et ce qui va sortir de ce cadre normal et pour pouvoir lever des alertes. Alors, on aura des faux positifs, bien évidemment, mais c'est une obligation de moyens. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation de résultat en termes de cybersécurité parce que personne ne peut arriver à tout détecter. Néanmoins, Ouais. on doit respecter des bonnes pratiques et en s'inspirant de ce qui marche dans d'autres environnements, on peut arriver à faire des choses très sympathiques. Ce qu'il faut absolument faire,
c'est challenger ce qu'on a pu faire par le passé. Il faut jamais rester dans une posture où on va se dire: «Oui, mais par le passé, j'ai toujours traité mes incidents de cette façon-là et ça marchait». Parce qu'aujourd'hui, le contexte n'est plus du tout le même que par le passé. Les gens sont fortement en mobilité. Les applications, elles sont à la fois on-prem, mais aussi dans les nuages. La donnée, elle est très volatile, elle est manipulée par énormément de personnes et ce qui avant était au sein de mon entreprise, aujourd'hui, il est partagé avec mon écosystème. C'est-à-dire que mon Mm. établissement de santé peut être accordé avec des cabinets médicaux dans ma région, il peut être accessible par des laboratoires avec qui je vais travailler pour faire de l'analyse médicale. Tous mes systèmes d'information vont être interconnectés. Ça veut dire qu'il faut apporter de la sécurité aussi sur ces interconnexions, parce qu'on ne peut pas se dire que ce sont des gens de confiance. Alors, sur le papier, ils le sont, mais demain, si ces gens-là sont victimes d'une intrusion, par rebond, on peut être aussi victime d'une intrusion. Et sur les dernières grosses attaques qui ont défrayé un peu la chronique dans la cybersécurité, pas côté santé, mais sur d'autres entreprises, il y a systématiquement eu des attaques par rebond. Mm, mm, mm. Ok, non mais ça c'est très important de le préciser parce que on est même au cœur du sujet pour les établissements de santé à l'horizon 2022 avec la stratégie numérique où effectivement le cœur de cette stratégie est aussi sur l'interopérabilité, sur l'interconnexion, sur le partage de données pour qu'on ait un parcours patient qui soit effectivement le plus augmenté et le plus fluide possible dans un contexte malgré tout de raréfaction aussi de ressources et de moyens où les outils numériques prennent le pas sur justement ce manque de moyens, mais il ne faut pas que ça soit à n'importe quel prix non plus, quoi. Hein, donc ça, c'est très important de le préciser. Alors, moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si ça va intéresser nos participants, mais vous avez tous, bien sûr, je pense, entendu parler donc, de l'incendie d'OVH dernièrement. OVH qui est un opérateur hébergement et notamment qui est agréé données de santé, hein, donc sur lequel peut-être des établissements de santé on fait de l'hébergement, je ne sais pas. Bon, en général, les établissements de santé ont de l'hébergement mutualisé. Enfin, nous, c'est comme ça à La Réunion. C'est le groupement de coopération de santé, le GCS, à La Réunion, qui pilote en fait la mise à disposition de réseaux, de serveurs pour les acteurs. Mais si on a de l'hébergement externe sur des hébergements de données de santé agréés et qu'ils connaissent comme ça un incendie, une destruction, là, on se retrouve effectivement, alors quand on voit le signe données de santé plus incident de sécurité égale violation de données. Arnaud, pour toi, tous les acteurs qui ont hébergé leurs données chez OVH, y compris peut-être des acteurs de santé, sont donc du coup dans ce cas d'un incident de sécurité qui peut devenir une violation de données? Alors sur OVH, qui est par ailleurs une très belle société française et dans ce domaine-là, ils vont être confrontés à des très gros acteurs comme Google, comme Microsoft, comme Amazon. On a quand même une très belle société qui là vient de racheter une société pour se lancer dans une fuite bureautique européenne. Et je trouve l'initiative vraiment noble et louable. Là, ce qui leur est arrivé, c'est sur, on va dire, la partie la moins fiable et la moins sécurisée de leur data center. Ils ont une architecture qui est assez riche et complexe. Et en fonction du montant de vos factures, vous allez avoir accès à différentes plateformes. Et la plateforme qui a été impactée, pour moi, c'est pas une donnée qui pouvait héberger de la donnée de santé. Elle n'était pas HDS. Par Ah contre, bah super. si des acteurs ont souscrit à cette offre-là pour de la donnée de santé, c'est eux qui sont responsables. D'accord, Donc ok. Mm. aujourd'hui, quand vous achetez une offre cloud à pas cher, vous en avez pour pas cher. Mais c'est vrai dans tous les domaines, vous en avez toujours pour votre argent. Et quand vous avez acheté quelque chose qui était 5, 10, 15, 20 moins fois cher, enfin 20 fois moins cher, pardon, que d'autres acteurs, il y a un souci. Donc Ok. aujourd'hui, ce qui est arrivé à OVH, les équipes ont été très fortes. Alors, nous, on a très peu de clients qui ont été impactés parce que c'était plutôt une plateforme qui était dédiée à des toutes petites entreprises. Malheureusement, c'est des gens qui ont été mis dans la panade parce que c'est pas des gens qui ont une grosse expertise informatique. Ils ont souscrit une offre d'hébergement, ils ont développé leurs applications là-dessus et il n'y avait pas de backup. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez prendre un OVH, un IBM, un Oracle, un Google, peu importe, que vous allez être sécurisé. C'est à vous d'être chef d'orchestre ou alors de vous Ouais. appuyer sur des gens dont c'est le métier pour choisir deux plateformes et faire de la redondance. Aujourd'hui, je rencontre énormément de directeurs informatiques qui me disent: Ah, je suis en démarche cloud first. Ça veut dire que mes applications, je vais d'abord essayer de les mettre dans le cloud, quoi qu'il arrive. Et généralement, il y a une stratégie sur Microsoft ou Google ou Amazon. Mais sur la bureautique, c'est plutôt Google et Microsoft. Moi, je trouve ça très dangereux parce que demain, s'ils ont un souci avec le seul opérateur avec lequel ils sont mariés, la réversibilité, elle est compliquée. Par contre, quand Ouais. vous avez
2 acteurs en parallèle, vous pouvez faire jouer la concurrence, vous pouvez réfléchir à des plans de bascule des applications d'un côté ou de l'autre. C'est beaucoup plus vertueux. Si vous devez le faire le jour J, si demain, Microsoft se dit: «Bah, maintenant Patriot Act, on n'en a plus rien à faire, toutes les données, on va les partager avec les agences américaines». Si vous voulez sortir toutes vos données de chez Microsoft, ça va vous prendre un temps fou, sauf si vous l'avez anticipé. Donc ce qui s'est passé chez OVH, je pense qu'il y a très peu d'établissements de santé qui ont été, Alors, pour impactés. la histoire, heureusement, je pense qu'il y a très peu d'établissements de santé, sauf que c'est le ministère de la Santé qui a eu chaud et notamment toutes les informations du ministère sur l'analyse Covid et la situation actuelle en matière de pandémie et de vaccins, surtout sur la liste vraiment des effectifs et de la mise à disposition des vaccins, étaient hébergés sur cette partie d'OVH. Donc, ils ont eu chaud hein, quand même, a priori. Hein. Mais bon, ça, Et ça, c'est ouais, c'est juste pas normal parce que cette partie-là, pour moi, elle était pas voilà. HDS, donc Alors, bon, ça ça, aurait c'était jamais le dû figurer à cet endroit-là. Voilà, l'idée, c'était peut-être de dire attention à l'hébergement aussi. Effectivement, merci pour tes conseils, Arnaud. Alors, tout ça pour dire que, donc, évidemment, vous êtes dans un cœur de métier où, bien sûr, vous collectez de la donnée de santé. Les incidents de sécurité, on les a un petit peu qualifiés. Et bien, quand vous êtes effectivement dans ce genre de cas de figure, ce n'est pas obligatoirement qu'on se trouve en présence d'une violation de données. Il faut que l'incident de sécurité ait eu un impact sur les données de santé de l'établissement. Et cet impact, ça va être quoi? Ça peut être la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou l'accès non autorisé à de telles données. Alors évidemment, ça laisse un champ assez large, mais effectivement, pour pouvoir savoir si on est dans le cas d'une violation de données de santé qu'il va falloir notifier à la CNIL, il faut bien sûr qu'on soit en présence de tous ces éléments. Données de santé impactées par un incident de sécurité et les conséquences ont eu un certain niveau et une certaine ampleur et est venu altérer, détruire, perdre ou divulguer des données de santé alors que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Donc, c'est la réunion de tous ces éléments qui fait qu'on va se retrouver en présence au sens du RGPD, d'une qualification qui s'appelle la violation de données. Et c'est au sens effectivement du RGPD, cette violation qu'il va falloir signaler à la CNIL. Alors, je vous propose qu'on passe en revue maintenant les étapes et les actions incontournables pour gérer les violations de données dans les 72 heures, si on est obligé de faire ce signalement à la CNIL. Donc, on a essayé effectivement de mettre en lumière différentes étapes et actions indispensables. Donc, déjà, les bons réflexes par rapport à ça, c'est évidemment mettre en place des actions en place pour stopper l'attaque et réduire son impact. Comment ça se passe, Arnaud, très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne quand même, il est déjà 16h51. Quelle est la première action si on est victime, par exemple, d'un rançon logiciel? Quelle serait pour toi la première action ou les premières actions techniques, on va dire, indispensables à mettre en place rapidement? Hem, Normalement, on a dû mettre en place un programme de communication déjà, interne, externe pour prévenir les forces en présence. Donc ça, normalement, il faut l'anticiper parce que si le jour J, vous devez, vous aligner et coordonner toutes les équipes sur un plan de réponse à incident, c'est pas le meilleur moment. C'est pas quand il y a un incendie qu'il faut se dire: «J'aurais dû acheter un extincteur, j'aurais dû avoir le numéro enregistré sur mon téléphone». Tout ça, on doit l'anticiper déjà. Donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, si vous n'avez pas de plan de réponse à incident, il faut en mettre un en place. Il y a des sociétés qui peuvent vous accompagner là-dessus. Nous, ça fait partie de notre job, mais il y a tout un tas d'autres acteurs tout aussi compétents qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. Et après, c'est d'arriver à contenir l'attaque, faire en sorte qu'une machine qui a été infectée puisse pas infecter le reste du réseau. Donc, ça veut dire l'isoler. En gros, vous désactivez le Wi-Fi, vous retirez le câble RJ45 s'il y en a un pour contenir la machine. S'il y a d'autres machines sur le même réseau qui sont potentiellement infectées, vous les éteignez et derrière, vous appelez des sociétés dont c'est le métier pour venir faire de Voilà. l'investigation. Mais Voilà, l'anticipation est hyper importante. importante, ouais. Je l'ai mis au milieu, trouver l'assistance technique, il ne faut pas attendre, effectivement. Alors, un prestataire un spécialiste peut à la fois intervenir dans l'urgence pour faire cesser le trouble, mais aussi, et moi je l'ai constaté puisque j'ai aidé sur la réunion dernièrement un de nos clients qui s'est fait attaquer par les hackers Ygor, là, par des Russes. Le prestataire expert en cybersécurité et en RGPD
vient vraiment rapidement à la fois faire cesser le trouble pour la partie technique, mais sur la partie qui est la nôtre, du coup la partie juridique, on vient très rapidement apporter notre expertise, notre analyse, et les deux, en fait, à la fois le tech et le juridique, vont venir très rapidement aider à la mise en place de la cellule de crise et analyser la situation pour rapidement rétablir l'opérationnalité du système d'information et prendre des bonnes décisions juridiques derrière. Alors, si vous voyez bien sur ma diapo, donc tout ce qui est en rouge, c'est un petit peu plus du juridique ou de la communication, et ce qui est en noir, un petit peu plus les aspects techniques. Donc, pour notre partie, pour nous, les bons réflexes, c'est déjà aussi informer, c'est ce que tu as dit Arnaud tout à l'heure, informer les acteurs et surtout la mise en place d'une cellule de crise. Il faut bien sûr, tu parlais effectivement de process déjà en amont existants pour gérer ce genre de situation. Eh bien, un des process qu'il faut également avoir pour être dans l'anticipation si jamais ça arrive, c'est d'avoir justement élaboré en amont avec le DPO, le délégué à la protection des données, une procédure de gestion des violations de données, parce que ce n'est pas au moment où on va en connaître une qu'il faudra savoir qui fait quoi, quand, comment, et se mettre à travailler sur le sujet en live, en temps réel, parce que là, évidemment, il y a des chances qu'on ait passé les 72 heures. Alors, j'imagine que les établissements qui nous suivent aujourd'hui, étant des établissements de santé, pour la plupart des centres hospitaliers, ont déjà des process, ont déjà mis en place des choses, mais effectivement, on sait très bien que quand tout va bien, bon, il y a un petit, voilà, on a le quotidien qui reprend le dessus, quel que soit son secteur d'activité, et c'est quand il y a un problème que là, on se dit aïe. Alors, donc, il ne faut pas oublier, je pense, sans doute de tester régulièrement ces procédures, aussi bien sur l'angle RGPD que sous l'angle technique. Donc, les personnes clés dans cette histoire sont effectivement le RSSI, le DPO, bien sûr le responsable de traitement, donc qui est le directeur d'établissement, et puis évidemment les directeurs de services et des opérationnels, s'il faut effectivement, bien sûr, quand on sait d'où est parti le problème, réunir le maximum d'informations. Et ensuite, on va passer effectivement à un pilotage de la crise, à une gestion de crise qui va effectivement nécessiter une analyse et une qualification de la violation de données. Alors, c'est là où nous intervenons énormément sur cette partie-là auprès de nos clients d'un point de vue RGPD. Pourquoi? Parce qu'on complète donc les experts comme Arnaud sur la partie qui intervient, donc bien sûr pour faire cesser le trouble, mais aussi pour analyser la situation d'un point de vue technique. Nous apportons notre expertise complémentaire sur la situation. Est-ce que des données de santé personnelle ont été affectées? Et si oui, du coup, il faut évaluer le risque, il faut qualifier. Une fois que la violation de données est qualifiée, c'est-à-dire des données de santé ont été impactées au sens du RGPD, il va falloir maintenant en évaluer les conséquences et en évaluer le risque. Et cette évaluation, elle passe par vraiment des méthodes qu'il faut maîtriser. Donc, à la fois par un DPO quand il est un interne, et nous, on est là pour l'accompagner. Et donc, va falloir effectivement vérifier le niveau de gravité et l'ampleur des conséquences sur les données personnelles de santé qu'a eu l'attaque. Alors, à la fois quantitativement, mais aussi sur, je dirais, alors le nombre de données le nombre de données impactées est important, mais pas que, puisque lors de cette investigation, il faut effectivement regarder les catégories de personnes concernées, le nombre de données d'approximatifs de fichiers concernés, les conséquences. Les conséquences, elles sont de trois ordres, hein, des conséquences qui peuvent être matérielles, psychologiques, financières, vitales, hein, pour les patients. Donc, la nature et les conséquences et l'impact sur les personnes concernées a de l'importance. Et donc, bien évidemment, plus la gravité monte dans les échelles et plus la nature et le nombre de personnes concernées par cette violation de données de santé est important, et plus du coup, on va s'orienter vers une obligation de signalement de cette violation de données à la CNIL. Je ne sais pas si toi tu l'as vécu, Arnaud, mais 72 heures, c'est quand même assez court pour faire cette analyse. Alors, après, attention, hein, quand on dit un signalement dans les 72 heures, c'est à partir du moment où vous êtes, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, il peut y avoir des attaques ou des intrusions dans le système d'information qui ne se voient pas tout de suite.
Et donc, c'est à partir du moment où c'est rendu compte que le système est attaqué que là, on doit effectivement considérer le point de départ des 72 heures. Alors, il faut par contre que vous reteniez bien, attention, vous avez la possibilité de faire une notification initiale à la CNIL, donc un premier niveau de notification pour éviter d'être hors délai. Hein. Si vous dépassez ces délais de 72 heures sur cette première notification, c'est déjà une non-conformité RGPD et bien sûr, derrière, si vous êtes un établissement de santé, il y a de fortes chances malheureusement que vous ayez une mauvaise, enfin, que vous ayez en fait malheureusement de la publicité, enfin, dire que ça soit connu et que la presse communique sur cette violation de données. Et donc derrière, bien évidemment, la CNIL, si elle n'a pas reçu de signalement de votre part, elle saura que vous êtes hors délai. Donc déjà, être signalé hors délai, c'est de facto prendre le risque d'une sanction financière ou en tout cas d'une sanction administrative de la part de la CNIL. Donc, l'analyse de la situation, l'efficience et la rapidité de l'analyse et de l'évaluation de la situation en termes de risque est primordiale pour pouvoir faire ce signalement initial dans les 72 heures. Après, vous avez la possibilité de justifier auprès de la CNIL d'une première notification et d'un besoin d'investigation complémentaire avant de faire une seconde notification complémentaire auprès de la CNIL. Alors, si ça vous arrive, puisque nous, ça nous arrive régulièrement pour nos clients, une petite astuce, quand vous avez fait votre signalement initial, n'oubliez pas de faire des copies écran ou des sauvegardes du PDF de la, bien sûr, hein, vous avez du PDF de la notification initiale, mais je vais vous dire pourquoi, puisque quand vous allez revenir, on va vous attribuer un numéro de notification, la CNIL vous attribue un numéro de notification, et quand vous allez vouloir revenir dans un second temps sur la notification complémentaire, malheureusement, quand vous saisissez votre numéro de notification, tout ce que vous avez saisi avant ne remonte pas dans la notification complémentaire, vous êtes obligé de ressaisir les éléments. Donc, évidemment, gardez bien en copie tous les éléments de travail préliminaire, les documents qui vous ont servi à faire le résumé de la notification, parce que vous allez en avoir besoin pour cette deuxième notification complémentaire. C'est malheureusement techniquement un peu contraignant. Et puis, bien sûr, eh bien, si jamais l'importance et le risque est très élevé sur les personnes qui sont concernées par cette violation de données, et quand on est dans un établissement de santé, on est souvent dans cette situation où le risque va devenir très élevé d'un impact sur les patients de cette violation de données. Eh bien, vous devez mettre en place une stratégie de communication. Bien sûr, informer les collaborateurs en interne s'ils ont été touchés par cette faille de sécurité qui a entraîné des violations de données RH sur les agents, mais bien sûr prévoir également une communication externe puisque l'obligation de communication est également posée dans les textes avec différentes méthodes possibles, soit individuellement auprès de chaque personne concernée par la violation de données, chaque patient par exemple, et si la communication individuelle n'est pas possible parce que le nombre de personnes concernées est trop importante, il faudra penser à une communication publique. Alors donc du coup, c'est pas quand on est en train de gérer évidemment une violation de données là en live qu'on pense à sa stratégie de communication interne et externe, et donc cette stratégie elle doit être pensée et réfléchie en amont comme une procédure d'anticipation et de gestion des violations de données, aussi bien sous l'angle technique que sous l'angle juridique. Donc, bien évidemment, il est très, très important, et tu l'as dit Arnaud, hein, d'adopter des mesures de prévention, des mesures bon, efficaces là déjà pour faire cesser le trouble, mais surtout, même si le risque zéro n'existe pas, parce que je pense que les hackers sont de plus en plus performants et se renouvellent très régulièrement, mais en tout cas d'avoir déjà de savoir quel est le process pour en interne réagir rapidement, identifier rapidement les personnes à mettre en place dans cette cellule de crise, savoir comment réunir cette cellule de crise et avoir en amont élaborer des process de gestion de cette violation de données que vous allez tester régulièrement. Alors évidemment, l'époque n'est pas idéale en ce moment pour faire ce genre de test, mais effectivement, c'est le préalable quand même pour une bonne gestion de crise. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Arnaud, quelques éléments par rapport à ça, justement, sur l'aspect technique, l'anticipation et les actions préventives à mettre en place.
Si, avec plaisir. Sur le volet anticipation, il y a deux sujets. Le premier, c'est analyse de risque cyber. Aujourd'hui, on peut le faire de façon assez rapide et efficace pour, en gros, définir un plan d'action derrière, un plan de correction qui va se faire sur la durée. L'idée, c'est de sortir de ce qu'on appelait les tests d'intrusion du passé, les pen tests. Aujourd'hui, on bascule sur des choses beaucoup plus dynamiques pour pouvoir élever le niveau de sécurité au quotidien. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect gestion des vulnérabilités. Une fois qu'on a identifié les points de faiblesse, on va essayer d'élever le niveau de sécurité de façon pragmatique. C'est une équation derrière entre les compétences que vous avez en interne, les budgets que vous avez, les solutions de sécurité que vous avez. On va essayer de trouver la meilleure stratégie possible pour limiter le risque au strict minimum. Et après, si vous basculez sur des approches de sécurité un peu modernes, il y a le concept du zéro trust. Alors, sans rentrer dans les détails, l'idée, c'est de ne plus faire confiance en rien ni personne. On va partir du postulat qu'on ne sait pas si l'utilisateur est de confiance ou non, si sa machine est fiable ou non. On va en gros élever les niveaux de sécurité et contenir la personne. Elle veut accéder à une donnée, je lui donne accès uniquement à cette donnée-là. Et je lui donne plus accès à tout mon système d'information, comme c'était le cas par le passé. Donc, anticiper au maximum pour que le jour J, vous soyez outillé, à la fois d'un point de vue détection, rémédiation, mais aussi et surtout communication, puisque Elodie l'a évoqué, il y a des sanctions qui peuvent être appliquées derrière. Et soyez pragmatique, challengez ce qui a été mis en place. La solution que vous avez en production aujourd'hui, si elle a été choisie il y a 3, 4, 5 ans, c'était sûrement un très bon choix à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se challenge. En tout cas, il faut se poser la question. Si la solution est encore pérenne, gardez-la, les équipes sont formées. Si par contre, elle fait plus le job, ça sert à rien de la conserver. On voit encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'établissements qui veulent garder une solution et qui viennent rajouter une rustine par-dessus. C'est pas la meilleure stratégie parce que ça fait deux solutions à manager en parallèle. Ça coûte beaucoup plus d'argent. Mieux vaut remplacer par quelque chose de plus adapté. C'est un peu comme si on avait le premier iPhone aujourd'hui et qu'on essayait de faire tourner les applications du moment sur l'iPhone 1. Je pense que ça aurait du mal à tourner. On aurait une autre machine à côté, bah, autant se débarrasser d'une solution, basculer sur une autre euh, quand on a les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, on peut arriver à trouver des produits avec un très bon rapport qualité-prix en termes de cybersécurité. Il faut challenger, il faut faire jouer la concurrence pour avoir la solution la plus adaptée à votre contexte. Et ça, c'est hyper important. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre sur des rails et d'industrialiser au maximum. La détection d'incidents de sécurité, c'est contexte par contexte. Deux établissements de santé n'ont pas la même organisation, ils n'ont pas le même personnel, ils n'ont pas forcément les mêmes outils. Ça veut dire que ce que j'ai fait pour l'un fonctionnera peut-être pas sur l'autre. Donc, il faudra systématiquement adapter. Adapté. Alors, je propose, si notre service support peut ouvrir les micros des participants, parce on a déjà dépassé un petit peu le timing. Merci d'ouvrir les micros. Et si vous voulez prendre la parole, faire un retour de témoignage ou poser une question pour les participants qui sont encore avec nous, n'hésitez pas. Oula, il y a plein de gens qui partent, ça doit les effrayer. C'est ça. Tu les as effrayés en activant les micros. Oui, mais il n'y a pas d'obligation, hein, attention, hein, bien sûr. Hein, donc, vous êtes tout à fait libre ou pas. Mais il ne reste plus que Thomas. Thomas, si tu as une question. Ou alors, est-ce qu'il y a encore des participants? Ah, ils sont rentrés, je ne les voyais plus. Maintenant, ils sont encore là. Alors, n'hésitez pas à nous interpeller, à poser vos questions, à faire un retour d'expérience. Vous ne voyais plus, je pensais que tout le monde était parti, mais non, au contraire, vous êtes tous rentrés actifs. Vous pouvez nous poser vos questions. Est-ce que vous avez vécu déjà ce genre de situation? Est-ce que vous avez été amené à accompagner ce genre de situation? N'hésitez pas à nous en faire part. Sachez qu'en tout cas, donc, nous sommes MDS et Acknowledge, donc à la fois partenaires sur toutes ces questions, puisque nous pouvons vous accompagner à la fois sur l'aspect juridique et réglementaire et administratif de signalement auprès de la CNIL, mais bien sûr également vous épauler et vous épauler pardon, sur la partie tech et plus sécurité. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans les participants? N'hésitez pas, Thomas, Peggy, Lydie, Chloé, voilà, qu'est-ce qu'on a? Bon, Arnaud, oui. Hein. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de questions. En tout cas, bah, Arnaud, je ne sais pas, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si on laisse quelques minutes encore à nos convives pour participer. Des questions dans le chat? Non, je n'en vois pas. Alors, je vais arrêter mon partage. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous voir.
Voilà. Les Hop. micros ont l'air coupés chez tout le monde. Je ne sais pas si, Ah oui, si certains veulent prendre la parole. Il faut activer le micro sur votre poste. Peut-être que ouais. certains essaient de parler en parallèle. Alors, bon, bah écoutez, en tout cas, il n'y a pas l'air de. Je ne sais pas si les gens veulent intervenir, c'est dommage, hein. N'hésitez pas, faites pas les timides, hein, on est là pour ça, au contraire. Des réactions, des questions. Alors, nous allons, pour les participants qui étaient là aujourd'hui, de toute façon, nous allons vous transmettre aussi notre slide avec les éléments aussi contenus. Et puis, n'hésitez pas, donc nous sommes toujours à votre disposition. Vous trouverez dans le PowerPoint d'ailleurs les différents coordonnées donc, de MDS et d'Acknowledge si vous avez besoin. Pas de questions pour moi, tout était clair. Merci Chloé. Bon, des réactions, Lydie, Peggy, est-ce que ce webinaire vous a plu? Est-ce que vous avez peut-être, pas forcément des questions, mais d'autres thèmes peut-être qui sont connexes que vous souhaiteriez qu'on traite, puisque nous faisons un webinaire tous les mois sur une thématique, alors soit d'actualité, soit qui nous semble importante, ou alors qui nous a été demandé lors des webinaires précédents. Donc, nous gardons bien sûr vos coordonnées si vous le souhaitez pour déjà vous envoyer la présentation et puis échanger avec vous en off si vous avez des questions qui touchent peut-être plus particulièrement vos structures sur lesquelles vous préférez peut-être ne pas échanger en live sur le webinaire. Bah, écoutez, je ne vois pas de questions qui arrivent, malheureusement. Je suis un petit peu déçue, hein. Mais bon, peut-être qu'on a été clair ou qu'on a peut-être pas mal parlé avec Arnaud. Mais enfin, c'est le principe du webinaire, c'est vous apporter sur un laps de temps assez court un maximum d'informations. Arnaud, je te remercie énormément de ta participation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation Bah, écoute, c'est moi et qui te remercie. Voilà. au Donc, plaisir de rééchanger sur ces thématiques dans les semaines à venir. oui, je pense, voilà, on a entamé en fait l'année 2021 plutôt sur des thématiques, on va dire, assez généralistes pour poser un petit peu le cadre. Et deuxième partie de 2021, nous allons sans doute faire le focus sur vraiment des choses un petit peu plus experts ou plus techniques liées au RGPD, à l'aspect évidemment aussi plus sécurité de données, etc. Donc, et puis également d'autres thématiques qui ont trait à la stratégie numérique en santé avec les enjeux de développement du numérique en santé. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci Arnaud. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, une très bonne semaine et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir Arnaud. Merci.